Madame, Monsieur, bonjour. On est réunis aujourd'hui pour revoir en résumé, un résumé infidèle puis très très court, l'essentiel de la matière qu'on a vu pendant le courant de la session. On a couvert pas mal de terrain en fait quand on était dans nos rencontres en classe, puis on en a couvert aussi dans les exposés oraux qui ont été faits après. Fait que quand tu additionnes tout ça, ça fait pas mal de stock. Puis je vais essayer de vous en faire un résumé, c'est ça, succinct, pour pas que ce soit trop lourd à écouter. Vous allez avoir le temps d'écouter ces résumés-là. Ça va être plusieurs parties, plusieurs blocs de 20 minutes. Vous les regarderez dans l'ordre si c'est possible pour avoir un panorama là, de la matière qu'on a vue en classe ensemble. Euh, Ce résumé-là, je vous le fais pour vous faciliter les choses pour l'examen qui va avoir lieu sur l'ensemble de la matière. Fait que si vous avez des questions, ben, on prendra le temps là, au moment de faire l'examen pour que vous puissiez me les poser, ces questions-là. On s'organisera pour que l'examen soit fait dans un contexte qui va être aidant pour tout le monde. Dans les exposés oraux ont eu lieu dans un ordre qui était le fruit du volontariat en classe, mais moi, pour les besoins du résumé que je vais vous faire, je vais les remettre dans l'ordre où ils se trouvent dans le plan de cours. C'est qu'on va commencer tout de suite par l'exposé de Johanny Simard concernant le livre, c'est-à-dire pas par Johanny Simard, on va commencer, c'est-à-dire par le résumé d'Antoine Boutin fait sur le livre Les animaux dénaturés de Vercors. En fait, cette entrée en matière-là, que je proposais pour le cours de philo 2, en fait, c'est un roman qui a été écrit sur la question de la nature humaine, la question de ce qui distingue l'homme de l'animal. Un roman qui a été beaucoup utilisé dans le cadre des cours de philosophie au Québec qui concerne l'être humain parce qu'il fait une présentation de la différence entre l'homme et l'animal qui est assez intéressante en fait. Puis ce à quoi on arrive en traversant le roman, ben, c'est à constater qu'il y a finalement beaucoup plus de similitudes qu'on pourrait le penser entre l'homme et l'animal. On est un animal avec certaines caractéristiques particulières, mais c'est difficile de déterminer exactement quelles sont les caractéristiques qui nous distinguent vraiment de l'animal. Dans le roman, les animaux dénaturés, ce qui arrive, c'est qu'on trouve une sorte de singe très avancé intellectuellement sur une île, tellement avancé qu'ils utilisent des outils, ils ont un langage rudimentaire, puis ils maîtrisent le feu, puis ils sont tellement développés, en fait, qu'on en vient à se demander, coudon, est-ce que ce sont des êtres humains? Puis on se pose la question si on ne devrait pas leur octroyer des droits à ces singes-là. Puis l'un des anthropologues qui veut sauver ces singes-là d'être traités comme des singes, qui veut pas qu'ils deviennent des bêtes de somme, des animaux qui vont servir à faire du travail dans les usines parce qu'on est capable de leur apprendre ce qu'on est capable d'apprendre à un ouvrier non spécialisé. Pour les sauver donc d'une sorte d'esclavage, ben, il va faire un bébé avec une de ces guenons-là, parce qu'on est interfécond avec eux, puis il va tuer le bébé, ce qui va forcer le tribunal à se demander, coudon, est-ce qu'il vient de tuer un humain ou bien s'il vient de tuer un singe? Dans le roman, on les appelle les tropistes. Puis là, tout le roman se passe dans le procès, en fait, où on essaie de déterminer exactement qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal. Puis on s'aperçoit qu'il y a plein de liens entre l'homme et l'animal, puis que les différences sont pas si grandes que ça. C'est la conclusion à laquelle le roman arrive. Puis ce qui fait croire au tribunal dans cette œuvre-là que ces bêtes-là, finalement, sont plus proches de nous que les autres, c'est qu'elles ont une perception de leur propre mort, puis ils ont une transcendance, en fait. Ces bêtes-là, une réflexion sur ce qui va leur arriver une fois mort, puis ce qui en témoigne, c'est le fait qu'ils enterrent, ou en tout cas, il y a un petit rituel concernant leur cadavre. Ça montre qu'ils ont une perception de ce qui se passe après la mort, puis qu'ils sont plus proches de nous que des autres animaux, chez qui on ne perçoit pas cette perception-là d'une question concernant la transcendance. C'est un roman, ce roman-là. Mais quand on regarde un peu la réalité, on s'aperçoit que non seulement dans les romans, mais aussi dans la réalité, il y a des espèces qui sont proches de nous. On l'a vu avec l'exposé de Thomas Tremblay sur les bonobos, qui nous a donné l'occasion de voir que plein de caractéristiques qui existent chez les bonobos
existent aussi chez nous et vice-versa. Il y a une organisation sociale complexe chez les bonobos. Ils ont des rancunes, ils trouvent des moyens pour se pardonner les uns les autres. Ils ont une organisation sociale qui permet aux mères de préserver leur bébé en ayant le soutien des autres. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ils les règlent en se calmant les uns les autres en utilisant la sexualité. Fait que vous voyez que toutes ces caractéristiques-là, ils ont une forme d'échange qui ressemble à un langage rudimentaire. Toutes ces caractéristiques-là nous font, encore une fois, constater que la distance entre l'homme et l'animal n'est peut-être pas si grande. Puis c'est d'ailleurs un peu le constat que fait aussi le livre Le singe nu de Desmond Morris. Quand on a vu l'exposé sur les bonobos, on a constaté que ces singes-là ont une très grande proportion de leur code génétique qui est semblable au nôtre. Ben, dans le livre de Desmond Morris, on passe par le chemin de l'éthologie pour voir que beaucoup des comportements que les humains adoptent ont des ressemblances frappantes avec des comportements qui existent aussi chez les singes. Il y a tellement de ressemblances, en fait, que ça amène Desmond Morris à parler de l'homme comme d'un singe nu, un singe qui n'a plus de poils, mais qui est encore quand même fondamentalement un singe. Puis il y a plein de petits détails dans nos comportements que Desmond Morris arrive à relier à des comportements simiesques. Puis quand il fait la recherche pour voir c'est quoi qu'il y a de particulier, vraiment particulier à l'être humain, il ne trouve pas grand-chose. En fait, lui, il considère qu'on est encore des singes. Son livre, d'ailleurs, est plein d'humour au moment où il trace ces traits-là. Lui aussi, il parle de notre sexualité, puis lui aussi, il fait des liens avec les singes, puis avec la sexualité qui existe chez eux. Puis il parle d'une caractéristique particulière chez les hommes. Il parle de la néoténie, c'est-à-dire le fait que chez les hommes, les bébés naissent tôt dans la grossesse, finalement relativement trop tôt dans la grossesse, puis que les bébés sont très, très, très vulnérables à cause de la néoténie, à cause du fait qu'ils naissent avant que leur crâne soit complètement soudé. Ça fait que les bébés ont un plus long moment après la naissance de dépendance envers leur mère, puis ça engendre chez l'humain la nécessité de l'amour dans le couple pour faire des bébés, parce que avec de l'amour dans le couple, l'attachement est plus longuement installé entre la maman puis le papa d'un bébé. Puis donc, la maman, quand elle va avoir besoin d'être entièrement concentrée sur les soins à apporter au bébé en raison de la néoténie, l'amour qu'elle va avoir développé avec la personne avec laquelle elle va faire ce bébé-là va faire qu'elle va avoir quelqu'un pour le supporter à long terme. Puis Desmond Morris, sur cette base-là, montre que finalement, l'amour qui existe chez les humains permet de souder la cellule familiale, puis que les sociétés se construisent sur cette base-là. Fait que donc, la thèse de Desmond Morris, c'est que finalement, on n'est pas si loin que ça de nos cousins singes, au point où ils nous désignent comme des singes nus. Quand Rosalie Simard fait son exposé oral pour sa part, on a eu encore une occasion de voir la proximité entre l'homme et l'animal en parlant de tous les exemples d'enfants qui ont grandi sans avoir un contact précoce avec l'humanité. C'est sur la base de plusieurs témoignages au fil de l'histoire qu'un livre a été écrit sur le phénomène des enfants sauvages. Un phénomène maintenant qui est remis en question, mais qui nous a permis quand même de réfléchir à ce qui fait d'un humain un humain complet. Ce qui était constaté dans ce livre-là, c'est que les enfants qui naissent sans avoir de contact précoce avec la société, il leur manque durablement quelque chose dans leur humanité. Leurs mouvements ne sont pas les mêmes, leur langage n'est pas développé, leurs interactions sont évidemment pas ce qu'elles devraient être, puis leur développement cérébral n'est pas complet. Il leur manque toutes sortes de choses. Ça faisait dire à l'auteur du livre Les enfants sauvages que, en fait, la nature humaine, c'est d'être fondamentalement des êtres qui ont besoin de la société pour se développer pleinement.
On n'a pas une nature qui est visible, qui est entière et visible une fois hors de la société, parce que le contact avec notre société est un des éléments qui fait de nous ce que nous sommes. Il y a non seulement une évolution biologique qui a mené l'humanité à ce qu'elle est aujourd'hui, mais il y a aussi une évolution sociale, une évolution culturelle qui s'est installée, puis qui fait des humains d'aujourd'hui les humains développés qu'ils sont. Un enfant qui est privé de ce contact social-là, ben, il développe pas pleinement tout son potentiel d'humain. Cette idée-là que des enfants naissent qui sont placés dans des situations où ils n'ont pas de contact avec le reste de l'humanité, c'est pas une idée toute neuve. Quand on a eu l'exposé oral de Gabriel Truchon concernant les mythes grecs, ben, on a eu l'occasion de parler d'une coupelle de mythes grecs importants. Dans son exposé oral, il nous parlait de Pygmalion, du mythe de Pygmalion, du mythe d'Icare, du mythe de Sisyphe, puis du mythe de Narcisse. 4 mythes qui nous parlent un petit peu de la nature humaine. Mais si on fouillait un petit peu plus largement dans les mythes grecs, vous verriez que, plus tard d'ailleurs, on va le faire, quand on va parler de Freud, on aurait pu parler de Édipe. Puis l'exemple d'Édipe, c'est l'exemple justement d'un enfant qui a été exposé, qui a été livré à la merci des éléments, qui a été retrouvé par des gens qui l'ont élevé. On va en reparler plus tard d'Édipe, quand on va parler de Freud. Mais vous voyez que le fait d'exposer les enfants aux éléments naturels, c'était pas une pratique qui était totalement inusitée. Même que dans la tradition romaine, on prétend que les fondateurs de Rome, c'est Romulus et Rémus, c'est deux enfants qui ont été élevés par une louve. Fait que vous voyez que cette idée-là d'enfants qui peuvent être, par les circonstances, forcés de grandir en ayant seulement contact avec les animaux, c'est pas une idée qui est totalement inusitée dans la conscience collective des humains. Le livre Les enfants sauvages documente des cas dans lesquels les enfants qui ont été retrouvés dans ces situations-là se sont pas pleinement développés, ce qui montre que les humains sont des êtres qui ont une nature biologique, mais aussi qui ont une nature sociale qui leur est indispensable pour être pleinement développés. C'est peut-être ce qui répond à la question de la différence entre l'homme et l'animal qui était posée dans le livre de Vercors, puis qui nous est posée aussi par l'existence des bonobos qui ont une très grande proximité génétique avec nous, puis par un Desmond Morris qui montre toutes les caractéristiques qui nous relient aux animaux. Toute cette section-là qu'on vient de traverser, il y avait d'autres exposés oraux qui étaient offerts aussi, ça relève un petit peu de la partie sur l'anthropologie. On a passé ensuite sur les autres visions de l'être humain. On est passé à une section dans laquelle on voyait les autres visions de l'être humain qui nous ont été livrées par la tradition. Puis dans ces autres visions-là de l'être humain, il y a différentes sources qui nous sont disponibles pour réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir à ce qu'on est. Puis parmi les sources qui nous amènent à réfléchir à la nature humaine, puis à nos interactions, puis à notre manière de construire nos vies, ben, il y a toute la mythologie grecque qui nous offre un chemin de réflexion, puis aussi notre tradition judéo-chrétienne qui nous offre aussi un enracinement collectif qui nous amène à réfléchir à notre nature. Dans la partie sur les mythes grecs, on n'a pas fait une très longue partie de la session sur les mythes grecs. En fait, on s'est donné juste 4 mythes grecs comme enracinement pour notre réflexion sur certaines caractéristiques qui existent dans l'humain, pour lesquelles on peut avoir un éclairage qui nous vient des mythes grecs. Les mythes qu'on a choisis, puisqu'il y en a plusieurs qui sont vus dans le cours de Philo 1, on a choisi juste 4 pour voir quelques-uns des mythes grecs, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils nous enseignent, ces mythes grecs-là, qu'est-ce qu'on peut leur prêter comme sens métaphorique à ces mythes-là. Les mythes que Gabriel Truchon nous a présentés, c'est le mythe de Pygmalion, le mythe d'Icare, le mythe de Sisyphe, puis le mythe de Narcisse. Le mythe de Pygmalion, c'est le fameux mythe dans lequel le sculpteur grec Pygmalion, qui est un sculpteur fantastique, fabrique une statue tellement belle qu'il en tombe lui-même amoureux.
il en tombe tellement amoureux, en fait, qu'il la traite comme une vraie femme, puis l'amour qu'il lui porte finit par transformer cette statue-là en vraie femme. Fait que vous voyez que le mythe de Pygmalion nous parle un petit peu de l'effet qu'on peut avoir les uns sur les autres par les propos qu'on tient à propos les uns des autres, puis par la vision qu'on a les uns des autres. Ce mythe-là de Pygmalion, donc, vous voyez que, il y a eu une pérennité, hein. Il y a même eu des expériences qui ont été menées avec des classes d'enfants pour voir si les propos tenus, les propos entendus par un professeur au sujet des enfants de sa classe pouvaient avoir un effet sur les résultats scolaires de ses enfants. Si vous fouillez sur l'effet Pygmalion, vous allez trouver des données là-dessus. On donne aussi comme nom à cet effet-là, l'effet Jacobson-Rosenthal, si je me souviens bien. Vous fouillerez en tout cas sur l'effet Pygmalion. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Des enfants qui étaient décrits comme des cancres devenaient finalement des cancres lorsque les résultats scolaires finaux étaient mesurés chez ces enfants-là, parce que la vision que le professeur avait reçue de ces enfants-là influait sur la vision que les enfants avaient d'eux-mêmes. Ça marche même avec des souris, semble-t-il. Donc, c'est important qu'on pense soigneusement à ce qu'on dit aux autres sur eux, puis à ce qu'on se dit aussi sur nous-mêmes à partir du regard des autres, parce que ça peut avoir des effets sur nous, comme nous l'évoque le mythe de Pygmalion. Icare nous présente le mythe d'Icare nous présente l'effet que peut avoir le fait d'être orgueilleux, puis de ne pas écouter les bons conseils de ses parents. Icare, c'est le fils de Dédale. Ensemble, ils ont construit un labyrinthe pour enfermer le Minotaure qui a fini par être tué par Thésée. Le père du Minotaure veut punir Icare et son père pour n'avoir pas produit un labyrinthe suffisamment inextricable pour que pour que le Minotaure soit protégé. Il les installe dans le labyrinthe, il espère qu'ils vont rester pris là, puis les deux décident de se faire des ailes pour s'envoler au-dessus du labyrinthe. Icare se fait dire par son père de ne pas voler trop haut parce que les ailes vont fondre à la proximité du soleil. Puis, comme il n'écoute pas son père, comme il fait preuve d'orgueil, Ibris, pour les Grecs, comme il fait preuve d'orgueil, ben, ses ailes fondent puis il tombe. Fait que c'est un mythe qui nous parle du danger de l'orgueil. Le mythe de Narcisse nous parle du danger qu'il peut y avoir à trop être tourné vers soi-même, puis à trop oublier la réalité parce qu'on est trop tourné vers sa propre image. C'est l'histoire d'un garçon, en fait, qui est amoureux de sa propre image parce qu'il croit y revoir l'image de sa propre sœur dont il s'ennuie. Puis il est tellement obnubilé par cette image-là qu'il finit par s'y noyer dans le reflet qu'il envoie dans une mare. Sisyphe, lui, c'est quelqu'un dont la désobéissance aux dieux lui ont valu d'être puni par les dieux dans un contexte où il doit pousser une pierre au haut d'une montagne à chaque jour en la voyant défaler ensuite au bas de la montagne pour recommencer chaque jour cette même tâche-là. Cette punition-là, d'après Albert Camus, ressemble un petit peu à la condition humaine. Nous, un peu comme Sisyphe, il y a des tâches qu'il faut qu'on recommence tout le temps. Puis si on veut être capable d'imaginer être heureux, ben, il faut qu'on soit capable aussi d'imaginer que Sisyphe peut être heureux malgré la punition qui lui est imposée de toujours refaire les mêmes tâches. Fait que vous voyez que sans que ce soit un argumentaire qu'on trouve dans les mythes, on trouve des images évocatrices qui nous permettent de réfléchir à notre condition humaine. Des images évocatrices pour lesquelles on produit nous-mêmes une partie du sens. C'est des images qui nous permettent de point de départ pour une conversation entre nous concernant ce qu'on constate de toute manière sur notre nature. Cette réflexion métaphorique-là qu'on fait avec les mythes, ben, on va la faire aussi avec les mythes qui vont nous être légués par notre propre tradition judéo-chrétienne. On va le voir dans le prochain segment de résumé, lorsqu'on va commencer le segment en parlant de la Genèse,
qui nous présente deux visions de la création de l'homme. Fait qu'à tout de suite.